Un autre mois avec peu de parties de jouer, mais par chance, j'ai beaucoup de jeux quand même à vous parler. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Quoi de neuf du mois de mars. Alors, le Quoi de neuf est un segment que j'aime beaucoup parce qu'on passe en revue les jeux qu'on a joués tout au courant du mois. On fait une espèce de petit retour également. Donc, je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Ce mois-ci, j'ai joué 21 parties et là, c'était le mois dernier, j'ai joué 20 parties qui était mon plus bas depuis plusieurs années. Donc, on est très près quand même du bas, mais j'ai quand même réussi à jouer à 10 jeux différents et là-dedans, il y en a 7 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, beaucoup de belles expériences ludiques quand même, malgré le fait que je n'ai pas énormément joué, j'ai quand même pu découvrir de très bons jeux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je commence immédiatement avec le jeu Subterra. Alors, Subterra est un jeu qui date déjà de 2 ans, je crois. La version Kickstarter qui avait eu une espèce de grosse boîte épique, là, la version qui est présentement en magasin et traduite par Nuts Publishing est une version un petit peu plus petite, donc il n'y a pas trop de flafla. Je sais qu'il y avait beaucoup d'extra puis de bling dans la grosse version de luxe, mais là on a une version dans une boîte, une petite boîte très conviviale. Et là c'est drôle parce que je parle de la grosseur de la boîte, c'est rendu important parce que on commence à manquer de place et souvent les compagnies ils disent on va sortir une grosse boîte de luxe, grosse composante et souvent ça finit par prendre énormément de place et de la place je commence à en manquer beaucoup. Donc Subterra, dans sa version petite boîte, est un jeu coopératif d'exploration et de survie. Donc, en gros, le pitch de vente, on est dans une caverne et on doit essayer de sortir de la caverne. Donc, le jeu vient avec beaucoup de petites tuiles et au courant de la partie, on va explorer les tuiles, essayer de découvrir les tunnels et la sortie se trouve dans les 6 dernières tuiles. Donc, pour réussir à se rendre jusque-là, on va devoir affronter un paquet de dangers. Donc, c'est un jeu de survie coopératif assez traditionnel, mais j'ai trouvé que il était tellement bien fait. C'est un petit jeu simple. C'est pas un jeu qui est complètement « wow, ok, c'est vraiment dans mon top 10 de mes expériences de jeu ». Pas du tout, mais c'est un jeu que j'ai vraiment aimé jouer. Donc, j'ai seulement joué 2 parties à date. Je dirais même que ma première partie s'est terminée de manière un peu atroce et assez rapidement. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, en solo, on contrôle plusieurs personnages, mais le jeu est simple. Le jeu est facile à mettre sur la table, donc on a simplement besoin de prendre les tuiles, on sort les personnages, et le tour est joué, on est déjà prêt à jouer. Donc c'est vraiment un jeu très simple d'approche, mais auquel j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, j'ai seulement joué en solo jusqu'à maintenant, mais bon, l'expérience avec plusieurs joueurs, tu sais, les règles ne changent pas en tant que telles parce que ça va être le même concept, mais j'ai quand même trouvé ça très amusant et j'ai très hâte d'aller explorer la caverne et tenter d'en sortir vivant, ce qui est chose plus facile à dire qu'à faire. Je continue avec un autre jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le jeu Cubitos. Alors, Cubitos nous vient de AEG et nous vient du designer John DeClaire. Alors, John DeClaire a produit exactement beaucoup de jeux qui m'intéressaient beaucoup, des jeux que j'ai beaucoup aimés. Je sais, bon, il a fait Mystic Vale, il a fait Custom Heroes, entre autres, qui est un petit jeu que j'adore, mais il a également fait beaucoup de jeux. Et lorsque j'ai vu Cubitos, le petit côté, dice building, je dis dice building, c'est comme d'habitude on appelle ça un back builder parce qu'on a un sac où on va piger des dés différents, mais là on va pouvoir sélectionner les dés, donc c'est presque un back builder sans sac, donc un dice builder en tant que tel. Bon. Mais en gros, Cubitos, c'est un jeu de course. On a des petits dés et là, le jeu, bon, premièrement, je vais parler le dessus de la boîte. OK, oui, ça a l'air d'être Bob l'éponge. On se le cachera pas, c'est un fromage en tant que tel, là, une espèce de personnage, ce sont tous des personnages en cube, mais de loin, on dirait vraiment Bob l'éponge. La cover est vraiment un gros turn-off. Mais le jeu est très intéressant parce qu'au courant de la partie, on va être amené à acheter les différents dés. Et là, chaque partie va être différente parce que les dés ont des habilités différentes. Et le dé rouge, par exemple, cette partie-là, ça se peut qu'il y ait une habilité, mais il y a plusieurs cartes différentes. Donc, chaque partie va être vraiment différente. Donc, un jeu de course, le petit côté engine building qu'on va faire, ça c'est un concept ludique que j'adore, l'engine building. Donc on va essayer de se construire une machine
machine pour pouvoir bien exploiter nos dés, choisir qu'est-ce qu'on va faire et avec ça, un petit côté de course. J'ai seulement joué à 2 joueurs, j'ai joué quelques parties déjà à 2 joueurs. J'ai hâte de jouer à plusieurs, certains qu'un jeu de course c'est toujours plus intéressant à plusieurs, mais j'ai trouvé que le jeu était vraiment bien pensé. C'est vraiment le fun, on a des combos à faire avec différents dés et le jeu se renouvelle parce qu'il y a différentes pistes qu'on peut faire, mais aussi beaucoup de combinaisons différentes de cartes. Le jeu vient avec un matériel super beau, donc tous les petits dés ont toutes des petites boîtes qu'on va placer dessus, donc des petites boîtes qui sont un peu plates à monter la première fois, mais c'est pas grave. Mais je dirais que c'est un bon jeu. Arrêtez-vous pas à la couverture qui, à mon avis, rend pas justice au jeu. C'est un jeu de course très intéressant, pas trop compliqué avec des petits éléments de push your luck que j'aime beaucoup parce que oui, il y a l'élément de course, l'élément de dice building, mais on va avoir une poule de dés. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à notre tour, on va brasser nos dés et là, tous les dés qui vont avoir une face avec un résultat, donc souvent une icône, quelque chose comme ça, on va les mettre dans notre zone safe et après ça, on va être amené, est-ce qu'on rebrasse les autres dés? Et là, on va pouvoir brasser autant de fois qu'on veut. Cependant, si jamais on tombe une fois que lorsqu'on brasse les dés, on n'a aucun résultat positif, donc c'est toutes des faces vides, ben à ce moment-là, on va complètement perdre notre tour. Et là, toutes les icônes qu'on aurait ramassées, hop, et voilà, sont parties. On a quand même un petit mécanisme pour mitiguer ça, parce qu'on va avancer sur une autre piste qui va nous donner des bonus, mais c'est jamais une bonne chose quand on pousse. Donc, push your luck, engine building, éléments de course, Cubitos, vraiment un gros 2 thumbs up. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte de voir, c'est Cthulhu Wars Duel. Alors, Cthulhu Wars est un jeu absolument épique, un gros jeu avec des grosses figurines, beaucoup de dés, très Ameritrash comme on dirait, des factions très asymétriques. C'est un jeu absolument épique. Mais c'est un jeu que j'ai pas l'occasion de jouer très souvent parce qu'idéalement, il est beaucoup plus intéressant à plusieurs joueurs à cause de son élément de contrôle de territoire. Lorsque Sandy Peterson Games a décidé de sortir ce Cthulhu Wars Duel, le pitch de vente est simple, ils ont adapté les règles de manière à rendre l'expérience de jeu intéressante à 2 joueurs. Et là, c'est un jeu uniquement 2 joueurs. Il y a 2 factions qui viennent dans la boîte. Inutile de dire qu'il y a de la place pour d'autres factions. Même le livret de règles disent, vous allez voir quand il va y avoir d'autres factions, il y a différents éléments sur le plateau de jeu. Donc, un plateau plus petit, au lieu d'avoir des grosses miniatures, bon, des grosses miniatures, c'est un peu il n'y a pas de mot pour des grosses miniatures. Donc, c'est cette espèce d'objet de bibelot-là. Le jeu a été remplacé par des standees et je trouve que ça va très, très bien avec le jeu. Donc, ils ont rapetissé la carte un peu. Essayez de faire ça dans une boîte qui est portative parce qu'on se le cachera pas, Cthulhu Wars Duel, Cthulhu Wars, le vrai jeu, une grosse boîte vraiment gigantesque, tandis que Cthulhu Wars Duel a une petite boîte qui est beaucoup plus facile à transporter. Donc les éléments ont été changés un petit peu. J'ai trouvé ça intéressant. C'est certain que, étant donné qu'on joue à 2 joueurs, quand il y a un joueur qui prend l'avance, que ça va mieux, c'est une course au point, hein, le premier joueur a atteint un certain nombre de points de victoire, donc certain que quand ça va bien pour un joueur, il y a des parties qui ont été très one-sided, donc vraiment d'un côté, ça a été un écrasement total, donc il n'y a pas vraiment de mécanisme de rattrapage. Mais encore une fois, pour un jeu qui dure pas trop longtemps et qui est très asymétrique, donc chaque faction se joue complètement différemment. Et là, oui, c'est certain, beaucoup de hasard, beaucoup de dés qu'on va lancer, mais j'ai vraiment trouvé le jeu très intéressant. Donc, Cthulhu Wars, un jeu que j'ai bien apprécié quand même. J'ai hâte de voir ce que les autres factions vont éventuellement amener. Mais encore une fois, je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir faire découvrir ce concept-là, qui, encore une fois, c'est pas le genre de jeu pour tout le monde non plus. Je continue avec un jeu qui est beaucoup plus pour tout le monde. C'est un jeu du nom de Fossilis. Alors, le thème des dinosaures est très tendance par chez nous. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Et Fossilis, on va incarner des paléontologues. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que ils ont pris un jeu qui est intéressant, mais ils ont rajouté des éléments qui disent que si vous jouez avec des plus jeunes enfants, vous pouvez enlever telle règle ou telle règle et telle règle pour simplifier le jeu. Parce qu'à la base, Fossilis, c'est pas un jeu compliqué. On va se promener sur une petite grille et en parlant de ça, le matériel est vraiment super. Donc, on a une espèce de grille, on va avoir des pièces de plastique qui représentent de la roche, du sable, de l'argile qu'on va devoir déplacer pour pouvoir montrer des excavés. Et dans les petits trous du plateau de jeu se trouvent des petits éléments, donc des petits ossements qui sont là, qu'on va prendre avec des petites pinces, sinon c'est pas un jeu de dextérité. Mais j'ai vraiment trouvé que la présentation visuelle est intéressante. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire?
on va tenter d'aller chercher des ossements pour essayer de compléter des ossements de dinosaures. Et là, on va devoir marquer des points comme ça. Donc, on va se déplacer, un petit élément de take that, on peut essayer de pousser les autres joueurs, briser leur plan un peu. On va devoir tenter de collectionner différents icônes sur les dinosaures de manière à marquer des points. Donc, un élément de set collection avec ça. J'ai trouvé que Fossilis a une belle présentation. C'est un jeu qui est très facile à jouer, très sympathique. C'est pas un grand jeu non plus, mais j'ai trouvé que je pense que c'est un jeu familial qui risque d'être très populaire par chez nous. Je continue avec un jeu qui s'appelle Maglev Metro. Alors Maglev Metro, j'avais énormément hâte de le jouer parce que c'est un jeu qui vient du designer Ted Alspach. Ted Alspach et Bézier Games ont produit entre autres Suburbia, qui est un jeu que j'adore, et beaucoup d'autres jeux comme ça. Et là, quand je l'ai vu, une espèce de engine builder, pick up and deliver, donc un jeu de livraison de marchandises en tant que tel, et avec des éléments d'engine building. Encore une fois, le petit mot qui m'allume tout le temps, le engine building. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Donc dans Maglev Metro, on va devoir faire un tramway. Et là, on va devoir, avec ce tram-là, donc une espèce de côté circulaire, mais le matériel de ce jeu-là est vraiment impressionnant parce que vous allez faire le saut quand vous allez le voir en boutique, le jeu est assez cher. Mais il est cher à cause justement du matériel. Donc les tuiles, au lieu de prendre des tuiles traditionnelles hexagonales, c'est des tuiles qui sont transparentes avec les chemins qu'on va prendre parce que plusieurs joueurs peuvent avoir la même tuile d'avoir de leur chemin sur la même case. Mais ça fait en sorte que les tuiles, donc exemple la tuile a une ligne ici comme ça de chemin, mais celle-là de l'autre couleur va l'avoir juste un petit peu offset comme ça. Ça veut dire qu'on peut empiler les différentes couleurs et ça va faire une tuile qui va avoir toutes les routes de tout le monde. Donc on va fabriquer chacun un petit chemin et on va tenter de devoir prendre des passagers à aller les livrer. Mais la petite twist intéressante et le côté engine building, c'est que chaque joueur a un plateau individuel. Et ce plateau-là, encore une fois, plateau de double épaisseur, on a des petits meeples qu'on va prendre et qu'on va placer dans les petites cases et on va devoir tenter de pouvoir augmenter notre machine. Donc avoir plus de possibilités de prendre des passagers, en livrer plus, pouvoir placer plus de tuiles, se déplacer plus rapidement. Et là, les bonhommes, les petits personnages qu'on va livrer, on va pouvoir les placer de manière à bonifier nos choses. On a un petit côté de gestion de plateau à faire qui est très intéressante. Petit bémol, et là, tous les reviewers, si jamais vous avez regardé des revues de jeux-là, en parlent. Ils ont décidé de prendre pour les personnages des petits bonhommes, il y a la couleur or et la couleur bronze. Et les deux, avec une faible lumière, sont vraiment difficiles à différencier. La plupart des gens ont juste peinturé par-dessus une couleur un peu plus soit jaune ou soit un or plus prononcé. Ce que je risque de faire aussi avec ma copie, parce que oui, bon, c'est un petit problème. Mais sinon, je veux dire, c'est un petit problème technique parmi tant d'autres. C'est pas grave en tant que tel, parce que c'est facile à corriger. Mais sinon, j'ai vraiment aimé, écoute, j'ai joué seulement 2 parties de Maglev Metro, mais j'ai vraiment aimé le concept d'engine building, de faire son chemin. Et au départ, on a l'impression qu'on va pouvoir faire plus de choses qu'on pense, mais on est limité là sur une question de, bon, est-ce que je veux prendre plus de passagers, en livrer plus, me déplacer plus rapidement? Et là, on va devoir essayer d'ajuster notre machine comme ça. Donc, c'est vraiment plein d'éléments que je trouve intéressants. J'ai hâte de rejouer à ce jeu-là. Comme je disais, j'ai pas assez joué encore à mon goût, mais c'est un jeu qui a fait une très très bonne impression pour moi. Je continue avec un jeu qui, celui-là, n'est pas cher du tout. Il est tout petit et c'est un jeu que je veux vous présenter sur la chaîne qui s'appelle Abandon All Artichokes, donc Abandonner les artichauts. C'est un jeu de la compagnie Gamewright qui nous a produit Sushigo, entre autres. Donc, c'est un petit jeu léger avec des petites images un peu cartoonish, des petits légumes avec des petits yeux. Et c'est un jeu de cartes très, très basique. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc à la base, c'est un deck builder. En fait, je devrais dire un deck de builder parce que le but va être, lorsqu'on va piger notre main, donc vous savez, les deck builders, on va jouer les cartes de notre main et à la fin du tour, on va repiger pour avoir une main. Le but, c'est, quand on va piger à la fin de notre tour, de n'avoir aucun artichaut. Alors, on commence avec 10 artichauts dans notre deck et au courant de la partie, on va être amené à aller chercher des légumes, on va jouer des cartes, on va composter, donc essentiellement détruire des artichauts de notre deck et prendre des nouvelles cartes et faire un petit jeu comme ça, un petit peu d'éléments de take that, changer des cartes avec les autres joueurs, échanger des cartes. Donc, c'est un petit jeu de cartes très facile à jouer, très simple, mais pour lequel j'ai eu énormément de plaisir. D'ailleurs, je vais vous réserver une critique sur la chaîne parce que c'est le petit jeu que j'ai quand même joué quelques parties et je pense que c'est un petit jeu qui va sortir très souvent pour moi. Je continue avec un jeu et cette fois-ci, c'est un jeu que j'avais déjà joué, mais j'ai rejoué 2 parties ce mois-ci. C'est Shadows of Killforth. Alors, l'ombre de Killforth en français, c'est un jeu de la compagnie All or Nothing Games qui nous fait souvent des jeux très immersifs. Donc, premièrement, le visuel est incroyable. Bon, c'est certain, j'ai la version super deluxe, le gros playmat qui prend la table presque au complet. Les illustrations des cartes sont absolument
incroyable. Mais dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter de compléter une quête. Et là, au courant de la partie, on va être amené à se déplacer sur différentes cases qui vont nous donner des rencontres. Et là, ces rencontres-là vont être gérées avec des systèmes de jets de dés. Donc, pour réussir si on veut, des jets d'aptitude. Donc, selon certaines aptitudes qu'on va faire, on va essayer de brasser les dés pour avoir des succès, des choses comme ça. Et on va collectionner différentes cartes au fur et à mesure de la partie pour tenter de résoudre la quête. C'est une expérience, une exploration, une aventure vraiment incroyable. Encore une fois, faut pas être allergique aux dés. Beaucoup de dés qu'on va lancer pour faire à peu près n'importe quoi, interagir, attaquer, des choses comme ça, mais j'ai trouvé que l'élément de se promener sur le plateau, et là, plus ça va, et plus le plateau devient sombre, parce que les cartes deviennent, les cartes qu'on s'arrête deviennent un peu plus, qui appelle justement le gloom qui arrive, donc ça commence à devenir un petit peu plus sombre, et là, ça devient plus difficile, donc un espèce de timer avec la partie où on va devoir vaincre un méchant aussi après la quête, et j'ai trouvé que le concept d'exploration est vraiment une aventure, et c'est vraiment un bon feeling. Je l'ai joué en solo, principalement le soir, motivé, une bonne trame sonore médiévale fantastique qui roule en fond et on est parti. Donc des illustrations à couper le souffle et un jeu vraiment magnifique. Et je continue avec le dernier jeu sur ma liste. Est un jeu que j'avais énormément hâte de jouer. C'est le jeu Cryo. Donc, je devrais vous présenter encore une fois au courant du mois une critique, une présentation de ce jeu-là en fait. Cryo est un jeu qui a été designé par Luke Laurie et Tom Jolly, donc deux designers qui ont travaillé sur un jeu que j'avais adoré qui s'appelle Manhattan Project Energy Empire. Donc ce duo de designers-là revient avec Cryo, qui est un jeu de placement d'ouvriers avec un petit élément d'engine building. Bon, encore le engine building, hein? Mais là, c'est un petit peu plus adouci. Donc le jeu est vraiment orienté vers le placement d'ouvriers. Donc dans Cryo, c'est un vaisseau qui s'est écrasé sur la planète et là, il y a différentes sections de vaisseaux écrasés, donc explosés un peu partout et on va devoir envoyer des drones sur les différentes cases pour générer des effets. En gros, on va essayer de collectionner des ressources, des choses comme ça parce qu'on va essayer d'aller chercher des petits pods où on a placé, si on veut, les survivants du crash parce qu'il faut les envoyer dans les cavernes. Et là, il y a un petit côté de majorité parce que le but, c'est de réussir à les envoyer dans les cavernes de manière à ce qu'ils soient sécuritaires parce qu'à la fin de la partie, lorsque le soleil va se coucher, la planète va geler au complet et là, tout le monde va mourir. Donc, il faut réussir à envoyer nos petits bonhommes dans des pods à travers les cavernes. Donc, c'est un jeu qui va tomber dans une talle difficile un peu parce que c'est un jeu qui est un jeu de complexité. C'est pas un jeu complexe. C'est pas un jeu facile non plus, mais c'est un jeu de complexité disons, moyenne, léger moyen, qui va avoir beaucoup de concepts intéressants, mais qui est joué dans à peu près 45 à 60 minutes. Et là, c'est une trame qui est difficile à faire parce que si on sacrifie la profondeur du jeu pour avoir un jeu plus court, plus facile à jouer, plus facile à mettre sur la table aussi, on va devoir faire quelques sacrifices. Donc les sacrifices vont être sur la rejouabilité parce que bon, les parties vont revenir probablement, basé sur pas grand-chose à date, mais les parties risquent de revenir relativement au même parce qu'il n'y a pas beaucoup de variété de cartes de véhicules différentes parce que on va avoir différentes cartes qu'on va pouvoir jouer. Et là, c'est le fun parce que les cartes, c'est des cartes à multi-usage. Donc, on peut les utiliser soit pour leur amélioration, soit pour le véhicule ou soit pour les missions. Mais chacune des cartes a les mêmes éléments qui sont placés aux mêmes places. Ça facilite l'apprentissage du jeu, ça rend le jeu plus accessible au détriment peut-être de la rejouabilité à long terme. Mais pour un jeu qui se joue dans une trame comme ça, donc c'est pas un jeu de 2 heures non plus, c'est un jeu qui se joue très bien, c'est un jeu avec du beau matériel encore une fois, et je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir avec Cryo, mais je pense que c'est pas un jeu qui va plaire nécessairement à tout le monde. Donc si jamais on s'attend à un gros jeu, on risque d'être déçu, mais je pense que si on veut un jeu qui est facile à sortir, qui est intéressant quand même, je pense que ça risque de tomber pour vous. Et voilà, ça fait le tour des jeux dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, si jamais il y a des jeux qui vous intéressent dans cette liste-là, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires. Si jamais vous voulez que je vous sorte une critique, que je vous en parle un peu plus, une présentation ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de le faire. Encore une fois, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et gênez-vous pas dans les commentaires. Hein, c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec vous. Également, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez suivre le lien pour notre campagne Patreon. Encore une fois, toute l'information est dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant du Patreon, je tiens à remercier ces valeureux contributeurs. Donc, merci à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet,
Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et Marc Boudreau. Donc, je vous remercie de contribuer à ce que la chaîne continue de se développer. Donc, votre contribution est très appréciée. Alors, ça fait le tour de ma vidéo de mon Quad 9. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!